Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes jeudi soir et c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'économie. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Ce soir, nous vous parlons d'un secteur d'activité très prometteur. Il s'agit de l'énergie renouvelable. L'Algérie compte actuellement 23 centrales photovoltaïques qui produisent près de 344 mégawatts, mais tout reste encore à faire. Un projet de 22 000 mégawatts doit être réalisé. Des préalables et une levée de freins sont aujourd'hui nécessaires pour que les projets du renouvelable décollent chez nous. C'est l'écosystème industriel local et des investisseurs étrangers aussi qui attendent aujourd'hui toujours une levée de freins pour se lancer dans la production d'un kilowattheure rentable et de préférence intégré localement. L'enjeu est là. On va donc tenter de décrypter pour vous et actualiser également vos données sur ce sujet qui est abordé souvent et en tout cas dans le cadre de cette émission est abordé pour la deuxième fois. Bonsoir messieurs, bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de recevoir monsieur Kamel Aït-Cherif, bonsoir. Vous êtes expert international en économie de l'énergie. Bonsoir Aïcha Adamou. Vous êtes experte senior agréée auprès de l'Union européenne. Vous êtes également membre du Conseil mondial de la science et de l'environnement. Merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Mourad El-Waddah. Vous êtes président de Iris Logistique et Énergie. Merci d'être avec nous. Et monsieur Yaissi Boukhalfa, président du cluster des énergies solaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le thème de ce soir, vous l'avez vu, est énergie renouvelable, un potentiel et des questions. Et les questions, on l'espère, auront une réponse à l'issue de ce débat. Je vous propose de revenir en arrière, c'est-à-dire hier matin, un événement, comme il y en a pas mal, qui sont organisés autour de l'activité du renouvelable. Celui-ci a été organisé par le club Energia, le club énergie renouvelable, celui du FCE, et il a invité des investisseurs, un panel riche et important d'investisseurs étrangers potentiels dans le domaine du renouvelable. Alors, il a été question du projet d'II, c'est un projet de production et d'échange commercial nord-sud, sud-nord de kilowattheures d'électricité verte. Il a été aussi et surtout question de l'environnement d'affaires et d'investissement, car il est au cœur de toute la problématique dans le domaine du renouvelable en Algérie. Bouchra Bouali a participé à cet événement. Elle vous rapporte ce qui a été dit. 23 centrales photovoltaïques et une pour l'énergie éolienne. Au total, 24 centrales cumulant une puissance globale de plus de 354 mégawatts constituent le parc national des énergies nouvelles et renouvelables. Un parc que le club Energia du Forum des chefs d'entreprise voudrait étendre en organisant comme ici une rencontre sur la gestion des grands projets dans les domaines de l'énergie solaire. Nous sommes sur la bonne voie pour concrétiser l'ambitieux programme national du développement des ENR. L'Algérie a tracé une stratégie pour développer ses énergies à l'horizon 2030, à l'effet de produire à cette échéance plus de 22 000 mégawatts avec différentes énergies vertes. Le solaire prendra bien entendu la part du lion, mais il y aura également l'éolienne, la biomasse et la géothermie. C'est vraiment un enjeu majeur, j'allais dire même un enjeu sociétal majeur, parce que non seulement on assure derrière, on est derrière la question, on pose de manière claire la question de la sécurité énergétique, mais derrière, il y a aussi la création d'une filière industrielle nationale, la création d'emplois, et ça, c'est fondamental pour notre pays, pour notre économie. Il s'agit également de mettre en place un écosystème et une industrie locale avec une intégration nationale progressive. C'est l'objectif de nombreuses entreprises, à l'image de Zergoon Green Energy, qui prévoit de lancer une usine de panneaux photovoltaïques. L'activité photovoltaïque est nouvelle, va être nouvelle avec une usine qui va être la plus importante en Afrique, une capacité de production de 180 MW. Donc on va assembler les panneaux ici en Algérie avec des cellules de dernière génération. Aujourd'hui, la valeur ajoutée se fait surtout dans la réalisation de la centrale. Et pour concurrencer nos amis chinois qui sont ici, on va essayer d'intégrer un maximum la chaîne de valeur en étant présent dans la conception, dans le montage, dans l'assemblage des panneaux, là-dessus, donc on devrait avoir un prix qui se tient par rapport à la concurrence internationale. Puis on a un projet pour fabriquer une pièce très importante qui est l'onduleur ici en Algérie, avec un taux d'intégration de 40%. Les premiers panneaux solaires devraient sortir de l'usine fin septembre, début octobre. Une bonne nouvelle pour le secteur qui ne doit pas, selon les experts, focaliser uniquement sur le photovoltaïque,
mais laisser la chance à toutes les autres alternatives énergétiques renouvelables. Alors voici pour cet événement qui a eu lieu, je le disais, hier matin, organisé par le Forum des chefs d'entreprise. Alors des événements, on l'a dit, il y en a eu beaucoup. On parlera également d'événements que vous avez eu organisés, Aïcha Adamou, qui s'est déroulé récemment au CICA et qui était une conférence internationale sur l'économie d'énergie, mais pas uniquement l'énergie, mais aussi la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Alors la chute du reportage qu'on vient de voir disait effectivement, il ne faut pas se focaliser sur le photovoltaïque. Il y a d'autres technologies. Alors on en est encore là, mais ce qui est certain, c'est que récemment, une conférence mondiale s'est tenue qui s'appelle PV Celtec, s'est tenue en Malaisie. Et cette conférence a été consacrée à la réussite du photovoltaïque en 2017. Donc ils ont prouvé, et ils ont mis d'ailleurs une feuille de route, pour une énergie à moins de 1 centime de dollar le kilowattheure et des fermes solaires d'une durée de vie de plus de 30 ans. Et on parle de photovoltaïque, bien entendu. Alors aujourd'hui, si l'on pouvait prendre un départ dans ce débat qui, je le sais, est wide, quand même très large, est-ce que l'Algérie peut s'inscrire dans cette dynamique de cette feuille de route du tout photovoltaïque, en tout cas Farid, Monsieur Yaissi. Merci. Je pense qu'il y a une tendance mondiale dans le développement des énergies renouvelables et cette tendance, elle est surtout le fait du photovoltaïque. Et donc, on le voit que chaque année, pratiquement, on installe maintenant des centaines de gigawatts. 2017, c'était un peu le top avec 100 gigawatts. Et cette tendance va se poursuivre parce qu'il va y avoir toujours un peu les coûts qui vont encore baisser. Il y aura une maîtrise beaucoup plus importante. Et ce qui veut dire que le coût du kilowattheure va encore baisser. L'Algérie a toutes ses chances dans ce domaine parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons déjà des acteurs qui se sont investis dans ce domaine-là. Donc nous avons des entreprises et nous avons donc, c'est un peu peut-être paradoxal de dire, mais nous avons les acteurs qui sont présents avant que le marché ne soit là. Et nous avons déjà 4 entreprises qui travaillent et 3 autres qui sont en voie donc de réaliser leur investissement. Nous sommes pratiquement à une capacité de l'ordre de 510 MW, soit un demi-gigawatt. Donc nous avons... En attente, hein, c'est des capacités en attente. Effectivement, ce sont des capacités. Et donc il y a quand même un terreau qui est déjà favorable à l'expansion du photovoltaïque. Et les dernières interventions du ministre de l'Énergie qui parle un peu de lancer des initiatives avec la CREG et Sonelgaz sont vraiment les bienvenues pour les acteurs locaux. Aïcha Adamou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes bien partis, ou en tout cas en pole position, pour accompagner la dynamique dont j'ai parlé dans le cadre de cette conférence qui dit que voilà, il y a un moyen d'arriver à optimiser le kilowattheure en PV, en photovoltaïque? D'abord, merci de m'avoir invité pour partager tant soit peu l'expérience et en fait faire une restitution de l'événement dont vous venez de citer. Donc effectivement, le PV aujourd'hui, il y a une tendance, donc le photovoltaïque, il faut peut-être vulgariser pour nos chers spectateurs, que le PV aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une baisse, il y a une baisse véritablement intéressante. Mais à mon sens, il ne faut pas absolument mettre l'accent uniquement sur le photovoltaïque. Pourquoi? Il faut qu'il y ait le cas par cas. Et il faut voir aussi, prendre en considération les potentialités de chaque pays. Si maintenant je reviens comme rappel des résultats de l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, il est vrai que sur 15 000 projets aujourd'hui, donc pratiquement l'ensemble des projets qui sont implantés sont dans le PV. Mais si vous voyez les projections, eh bien vous allez voir que c'est l'hydroélectricité qui va prendre le dessus d'ici 2025. Donc ici, il y a des projections, il y a une réalité. L'Algérie, oui, pour le photovoltaïque, mais à mon sens, quand on parle de transition énergétique, il faut absolument situer les choses dans le contexte. Il n'est pas dit exclusivement se focaliser sur le photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Algérie a des potentialités. Il y a le solaire thermique, il y a l'éolien, il y a le photovoltaïque. C'est pas moi qui vais décider. Mais le gros problème aujourd'hui, et on n'a pas à copier des modèles. L'Algérie a copié depuis longtemps des modèles. Il est question d'avoir une stratégie, d'avoir une vision. Tout à fait, parce qu'en fait, au début, on est parti dans le premier programme des énergies renouvelables.
En 2011, on était parti sur le solaire thermique. Et comme deuxième palier, c'était le photovoltaïque. Ensuite, l'éolien. Pourquoi? C'était par rapport à des potentialités. Ensuite, il y a une révision pour donner un peu la majorité de cette capacité à installer en photovoltaïque. Moi, je considère qu'au jour d'aujourd'hui, il faut absolument repenser et réfléchir le programme national des énergies renouvelables. Alors justement, si ça a marché, la réflexion, permettez-moi de vous interrompre, on va continuer de discuter autour justement de la stratégie de la réflexion et de la manière dont on devrait évoluer, en tout cas dans le futur proche, dans le domaine du renouvelable. L'heure est à présent de faire une pause dans ce débat et cette émission pour suivre l'appel à la prière pour Adan el-Isha, pour la région d'Alger et ses environs. Nous revenons tout de suite après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Le thème, nous sommes de retour et le thème de la semaine éco de ce soir porte sur les énergies renouvelables. Le titre, vous l'avez en bas de l'écran, énergie renouvelable, un potentiel et des questions. Et les questions, nous allons continuer à les poser à nos invités. Nous parlions avec vous, Aïcha Adamo, à l'instant, d'un manque de vision, on va dire, puisqu'on ne sait pas, beaucoup disent haro sur les photovoltaïques ou sur le thermique. Aujourd'hui, on se pose encore des questions sur quelle est la technologie idoine. Aujourd'hui, effectivement, la question, elle est à se poser, est-ce qu'on a une vision? Est-ce que la vision ou est-ce que la stratégie de ce qu'on veut faire des énergies renouvelables est-elle claire? Kamel Ait Sherif. Avant de répondre à votre question, je voulais poser la problématique du contexte énergétique national et la transition énergétique. Rapidement, dans ce cas-là, l'énergie renouvelable, ce n'est qu'un pilier ou bien un volet de la transition énergétique. Oui. D'accord. Donc le programme d'énergie renouvelable, effectivement, c'est un programme ambitieux, mais il y a d'autres volets, en l'occurrence l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, qui rentrent dans le programme national de développement de la politique énergétique nationale. Donc la transition énergétique, elle est posée pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est un pays énergivore. Non pas seulement point de vue consommation d'énergie, mais point de vue affectation de cette consommation. Sachez bien, madame, que 80% du bilan énergétique national est consommé par les deux secteurs, le bâtiment et le transport. C'est des secteurs énergivores par excellence, sans retour de plus-value ni de richesse quelconque, alors que le secteur de l'industrie consomme moins de 20%. Donc la problématique, elle est posée ici. Mais si on fait l'affectation de cette consommation, actuellement en 2017, la consommation d'énergie, elle a été évaluée à 50 millions de tonnes équivalent pétrole.
Elle est passée de 2005 de 17 millions à 58 millions de tonnes, soit 1,5 net par habitant et par an. Et la répartition par type d'énergie, je vais vous la donner, vous allez voir la part d'énergie renouvelable actuellement. Dans les 58 millions de tonnes, 37% c'est le gaz naturel, 29% c'est les produits pétroliers, dont 22% c'est les carburants, 28% c'est l'électricité, qui est fabriquée à 98% à partir des énergies fossiles. C'est exactement le gaz naturel. Oui, le gaz, oui. 4% le GPL et il reste 2%. Dans 1%, c'est l'énergie renouvelable. Oui. Voilà. Donc maintenant, est-ce que, et effectivement, le programme national qui dit on va passer en 2020 à 4000 mégawatts. Et en 2022, 2030, oui. 2022 pour 4050 mégawatts et 2030, 22 000 mégawatts. Supposons, on va arriver à 22 000 mégawatts. Donc c'est 30% de la production d'électricité. Donc il nous reste toujours des 70% de l'électricité qui sera toujours produite à partir du gaz naturel. Oui. Donc la problématique est posée, est-ce qu'il faut aller vers d'autres sources d'énergie, d'autres énergies alternatives, en plus des énergies renouvelables? Bonsoir, merci de l'invitation, pour l'invitation. S'il vous plaît, vous savez que le programme, c'est un programme présidentiel. Il est de 22 000 mégawatts mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le PV a pris une part de Lyon. Il a pris 13,5 mégawatts. Gigawatts, pardon, 13 500 mégawatts PV. Maintenant, c'est vrai que Mme Adamo a parlé qu'il ne fallait pas uniquement se focaliser sur le PV. Il y a d'autres sources qui sont très importantes. L'Afrique, 2030, elle va être la première productrice d'électricité à base du biomasse. Donc on a le thermique, on a le lien, on produit aujourd'hui avec une seule centrale à Adrar, on produit 10 mégawatts. C'est le propriétaire SKTM. Ça veut dire que maintenant, quand vous avez touché quelque chose qui est très important, vous avez dit que sur le renouvelable, il y a 1%. Ça, c'est très important. 1,2. Oui, il a dit 1%, 1,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de passer à côté de la transition énergétique. Non, mais c'est peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est que jamais peut-être on arrivera à faire basculer finalement le ratio de ce qu'on consomme en gaz et en énergie renouvelable. C'est bien ça. Je vais revenir sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que le problème qui se pose aujourd'hui, si on revient un peu en arrière, l'ancien gouvernement a été très dynamique. Le gouvernement Sellal a été très dynamique. Déjà, ils ont fait 340, vous venez de dire 344 mégawatts. Depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Deux. Le programme a été très clair. C'était la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'efficacité énergétique? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Oui, bon. Mais parlons d'abord de la possible production d'énergie et de la substitution à la consommation de gaz naturel. Les chiffres étaient édifiants. M. Kamal El-Chif les a cités. Il y a quand même une exigence et une urgence aujourd'hui que celle de protéger nos molécules de gaz et pouvoir produire de l'énergie selon d'autres sources. On ne se focalisera pas sur le photovoltaïque. Je crois qu'on est tous d'accord sur la question. Aujourd'hui, pourquoi et est-ce que le kilowattheure en Algérie, produit en Algérie, est coûteux? Et est-ce que c'est un frein pour l'évolution, le développement de ces projets? Je voudrais écouter Aïcha Adamo à nouveau sur ça, sachant que voilà, il y a eu un ralentissement. Vous avez dit qu'à un moment donné, il y a eu un regain d'énergie, 344 mégawatts de renouvelables produits. Il y a eu un ralentissement. Est-ce que le ralentissement est dû à cela? Moi d'abord, je voudrais quand même revenir sur ce que vient de dire M. Louadar. Il a dit qu'on a tablé 22 000 mégawatts. Quand? En 2011. Il a eu une révision. Il a été refait en 2015. Il a été révisé en 2015, d'accord? Mais toujours est-il, les capacités, c'était 22 000 mégawatts. D'accord? Les 22 000 mégawatts n'ont pas bougé. Les 22 000 mégawatts, on est revenu sur le taux d'intégration. On a tablé au départ, à l'horizon 2030, 40%. Ou 30%. 40 ou 30 30%. Ensuite, on revient à la charge, 27%. Moi, j'ai bien envie de dire, mais sur quelle base il y a eu cette révision?
Maintenant, si on n'a pas bâti véritablement sur de bonnes bases ce programme national des énergies renouvelables, l'année prochaine, on va se dire, tiens, on ne peut pas aller vers les 27 et on va peut-être aller vers les 10%. Donc ici, le grand problème, c'est que qui a participé à l'élaboration de ce programme national qui engage toute l'Algérie? Est-ce que véritablement les acteurs concernés, notamment ceux qui connaissent cette dimension technologique, les investisseurs, etc. On a un président de cluster avec nous. Est-ce que les opérateurs ont été impliqués, selon vous? Écoutez, moi je pense dans que... cette fluctuation. Je voudrais juste terminer ma phrase, parce qu'en fait le cluster c'est nouveau. D'accord? Oui, je sais que c'est nouveau. Mais il connaît l'écosystème. Oui, c'est la question, c'est par rapport à... Le cluster est nouveau, mais les entreprises sont anciennes quand même. Moi, ça existe depuis longtemps. Si je peux reprendre, je pense que quand même il faut replacer le débat avec les éléments qui fait que l'État a décidé de ce programme des énergies renouvelables en 2011, réaménagé en 2015. Aujourd'hui, c'est une feuille de route pour l'ensemble des acteurs. Donc il n'y a pas lieu de rediscuter ces aspects-là. La seule chose qu'il faut discuter, c'est, si vous voulez, c'est à quelle vitesse on va pouvoir y aller. Les objectifs sont très clairs. Et tant qu'on restera encore à tourner en rond en disant c'est pas technologie, c'est ceci, c'est cela, ça ne changera pas. On aura toujours l'impression que ça reste un débat entre des technologies. Nous ne sommes pas un pays producteur de technologie, nous sommes un consommateur. Donc vous pensez que les opérateurs ont une vision claire sur les niveaux d'intégration affichés, ou en tout cas voulus par l'État? Tout à fait. Je vous ai dit, c'est-à-dire que les acteurs ont pris, je dirais un petit peu, de responsabilités, se sont engagés. Il y a des investissements qui ont été faits depuis un certain nombre d'années. Il y a maintenant des entreprises qui sont sur place. Il y a des entreprises qui se sont constituées avec des étrangers pour constituer donc des JV en Algérie. Donc ça veut dire qu'il y a, comme je dis, un terreau favorable pour commencer ça. Donc nous, ce qu'on demande toujours, c'est que le fait de pouvoir commencer et d'aller rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce programme qui a été fait par SKTM, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qui est important pour le pays parce que ça permet de démystifier le fait que l'on peut construire des centrales de grande taille en Algérie. Maintenant, il faut qu'il y ait un peu, si vous voulez, le passage de témoins à d'autres acteurs, on appelle un petit peu les IPP, c'est-à-dire ceux qui vont venir là pour pouvoir produire de l'électricité. Et l'État est en train d'organiser ça dans le sens où aujourd'hui, on va mettre en place le système du contenu local, c'est-à-dire qu'on va obliger l'IPP qui va pouvoir faire ça, à s'approvisionner localement. Donc il va aller acheter les panneaux solaires en Algérie, il va les structures en Algérie, le câble, justement, venons-en à l'écosystème de l'IPP. Je peux revenir, s'il vous plaît? Allez-y. Je voulais juste revenir, parce qu'en fait, je suis un peu surprise par ce que je viens d'entendre de M. Yaissi. Lui-même, il était dans cette dimension. Moi, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais à l'exception de 452, dont pratiquement 100 personnes présentes, cet avis n'a pas été du tout cité. Le grand problème aujourd'hui, il a été cité dans les ateliers. Alors, il y avait pratiquement tous les centres de recherche qui étaient représentés. Il y avait le CDER, il y avait le CRTSE, il y avait les experts, il y avait les professeurs d'université, il y avait les investisseurs, il y avait les investisseurs, il y avait M. Wadah, je peux vous le dire, il était présent. Vous parlez de l'événement qui a été organisé, du congrès international. Et c'est la première fois où on a évoqué cette absence d'écosystème. Moi-même, personnellement, dans ma présentation, il était présent. Moi, personnellement, dans ma présentation qui s'intitulait « Qu'est-ce qui limite aujourd'hui l'investissement dans les énergies renouvelables et quelles sont les issues pour y parvenir ?» Donc c'est la première fois où j'entends que quelque part, les objectifs étaient, à mon sens, réfléchis. Non, quand il y a des objectifs qui sont biaisés à la base, on ne peut pas les atteindre. Alors, permettez-moi donc de rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Boukhalifa Yaissi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une scission entre les opérateurs, d'une part? Je voudrais écouter M. Aïché. Il est président. Une scission entre les opérateurs et le monde de la recherche, selon vous? Déjà, il faut qu'il y ait une synergie. Non, est-ce qu'elle te pose la question? Non, laissez-moi s'il vous plaît répondre. Allez-y. Donc, avant de répondre à cette question, je précise, il n'existe pas de synergie intersectorielle.
Déjà, s'il existe une synergie intersectorielle, on aurait pu créer la synergie entre les opérateurs et les chercheurs. Donc le problème se pose déjà là. Mais je vais revenir à la problématique que j'ai présentée tout à l'heure, c'est que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas développer les énergies renouvelables, j'ai dit qu'il y a un risque. Si on ne fait rien d'ici 2030, avec la tendance haussière de la consommation d'énergie, donc elle risque de doubler en 2030 et tripler en 2040. Oui. Et selon un scénario laissé faire, il y a un risque majeur et important que la production nationale d'énergie soit égale à la consommation interne d'énergie. Là. Et pour revenir, on est en train de parler en 2018 de la transition énergétique, mais sachez bien qu'en 1983, on a fait un modèle de consommation, on a élaboré un modèle de consommation énergétique. Et dont l'objectif essentiel, c'était la rationalisation de la consommation d'énergie et le développement des énergies alternatives. Aujourd'hui, est-ce que la recherche et le monde entrepreneurial sont en connexion? C'était ça la question. Non, le problème, c'est que... Il y a un travail qui se fait. Non, le modèle existe, les lois existent, les programmes, c'est la mise en œuvre qui fait défaut. C'est le cadre d'investissement. Et la mise en œuvre, c'est l'investissement. Mourad Louada. Oui, je vais en parler. Maintenant, le problème qu'on est en train de parler, il y a une feuille de route qui a été... Moi, je suis d'accord avec Mme Adamo, je suis d'accord avec M. Yessi. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas, et je répète, on ne peut pas investir dans un secteur où le prix, il est administré. Tout à fait. Comment vous voulez-vous... Il y a le seul facteur aujourd'hui, le seul acteur qui achète l'électricité, c'est Sonalgaz. Sonalgaz, elle-même, elle ne peut pas payer le producteur d'électricité, puisque elle-même, elle ne paye pas le gaz avec Sonatrach. L'actuel chef de gouvernement, à la PN, il a bien dit qu'il y a une compensation entre la Sonalgaz et la Sonatrach. Il y a un manque à gagner de la Sonatrach par rapport à Sonalgaz de 15 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi... Parce qu'il y a un soutien, parce qu'il y a une subvention. Mais le problème est là. À la clé, ce sont des molécules qui sont subventionnées au profit du client final. Ça veut dire que maintenant, si je vais produire, moi, d'électricité et je vais mettre mon électricité sur le réseau. Qui va me payer? À quel prix Sonalgaz elle va acheter mon électricité? Si aujourd'hui, le consommateur lui paye... Mais comment ça se passe déjà? On sait qu'il y a des investisseurs notamment étrangers qui sont déjà électriques, pour ne citer que on produit pour SKTM. Aujourd'hui, l'énergie renouvelable qui existe dans le réseau de SKTM est bien... Est-ce que SKTM elle est en train... Il faut voir le bilan de SKTM aujourd'hui. Est-ce que Sonalgaz est en train... C'est une filiale de Sonalgaz, non? C'est une filiale de Sonalgaz. Aujourd'hui, SKTM, quel est le prix de kilowatt elle est en train de faire? Celui qui... Tout à l'heure, vous avez annoncé 0,1 cents. C'est pas vrai. Non, attention, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui. J'ai dit 1 centime de dollar le kilowattheure, ça c'est des projections qui ont été annoncées dans le cadre d'un événement en Malaisie, rien à voir. Non, je vous dis, moi je connais. C'est un objectif, Là, c'est des prix labo. C'est des prix labo, s'il vous plaît. Maintenant, la réalité, il faut prendre... Oui, alors dites-nous, quelle est la réalité? Concrètement, en Algérie, combien ça coûte? En Algérie, il y a deux facteurs, il y a deux problèmes. Il y a l'écosystème qui n'est pas prêt, malgré toutes les lois. Je ne vais pas dire qu'il y a toutes les lois, mais ces lois, comment on est en train de les appliquer? Elles ne sont pas. Elles ne sont pas appliquées. Oui, voilà, l'application. Il faut appliquer. Deuxième blocage, c'est le prix administré du kilowatt. Le prix administré, on ne peut pas, tant le prix il est soutenu par l'État, entre Sonalgaz et le consommateur, il y a l'État qui est en train de subventionner le kilowatt. Et avec le privé qui va le produire. Maintenant, on est en train de parler des grands projets, s'il vous plaît. Des grands projets. Il y a à côté quelque chose d'extraordinaire. Vous proposez une levée de subventions, clairement. Il faut faire une politique sur des ans. On va vers le réseau, on va vers l'off-grid. L'off-grid, il extraordinaire. Personne. Il n'y a même pas de législation sur l'off-grid. Il y a ici Boukhalifa. Moi, je pense que on est en train de discuter de choses et entre-temps, l'État est en train de construire des centrales qui fonctionnent au gaz. Sonalgaz a un programme annuel entre 1000 et 1500 mégawatts. C'est-à-dire que ça, c'est déjà planifié depuis un certain nombre d'années. Et on va essayer de faire entrer 170 mégawatts et ça vous pose un problème. C'est vraiment incroyable que pour si peu, on est en train de discuter de quelque chose qui ne devrait pas être. Oui, mais il y a un prix. Là, il est en train de parler un prix qui puisse être à l'avantage de l'opérateur. Écoutez, madame, quand vous regardez, le prix le kilowattheure qui est produit par Sonalgaz et que vous et moi, nous sommes en train de payer, il n'a absolument rien à voir. Donc, ça veut dire que si maintenant, on va laisser cette démarche telle qu'elle a été faite, nous allons encore construire d'autres centrales qui vont fonctionner au gaz. Et qu'est-ce qui va se passer?
Ben, on va encore, si l'État ne décide pas de trouver un mécanisme pour donc revoir mais ça ne doit pas être un élément bloquant pour développer les énergies renouvelables. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur cette histoire d'absence d'écosystème, c'est fondamental. Nous, il faut absolument, on est des parties prenantes ici, mais s'il y a des choses qui font défaut, il faut le dire. L'Algérie nous appartient et on est tous soucieux de l'avenir de l'Algérie. Je vais vous citer deux insuffisances ou deux carences fondamentales qui font aujourd'hui que les énergies renouvelables ne décollent pas. Il y a le premier aujourd'hui, les appels d'offres. Logiquement, ils doivent être gérés et lancés par la CREG, la Commission de régulation de l'électricité. Eh bien, c'est toujours Sonelgaz qui le fait. Il y a une loi en 2002. Est-ce que vous pensez qu'avec cette carence réglementaire, on peut aller? C'est la CREG qui va lancer les appels d'offres. Non, c'est la CREG qui devait le faire. C'est la CREG qui va lancer les appels d'offres. C'est pas moi qui ai dit. La CREG va lancer les appels d'offres en chair. C'est elle, depuis 2002, c'est une loi. Depuis 2002, il était question à ce que la CREG prenne en charge. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Sonelgaz. Madame, je vais aller bon, maintenant, excuse-moi, Wada, je termine. Deuxième, où est cette bourse d'électricité? Il y a une loi en 2002. Où est cette bourse d'électricité? Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Il y a eu deux fonds. Le premier fonds, le Fonds national des énergies renouvelables, et qui devait accompagner ce programme, et on devait lui attribuer 1% de la fiscalité pétrolière, d'accord? Et il y a le Fonds de la maîtrise de l'énergie, pour revenir à notre ami Aït Cherif. On les a fusionnés, d'accord? C'est très bien. Donc il devient le Fonds national énergie renouvelable, cogénération et maîtrise d'énergie. On n'a jamais donné le mode de fonctionnement, encore moins la séparation des rôles. Est-ce que vous pensez que ça, c'est pas une carence? Est-ce que c'est pas un obstacle aujourd'hui? Moi, mon souci, c'est... Est-ce que vous pouvez rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit en termes de réglementation? Est-ce que c'est un élément bloquant et à quel point? Le gros problème, c'est la réglementation. Vous avez commencé à parler tout à l'heure de l'inadéquation sectorielle. Ça fait partie. Écoutez, j'ai parlé d'un modèle qui a été élaboré, j'ai parlé d'une loi, en parlant des lois. Il y a une loi sur la maîtrise de l'énergie en 99. Il y a une loi sur les isolations thermiques en 2000. C'est pour ça que j'ai dit, même sur les énergies renouvelables, c'est la mise en œuvre qui fait défaut en Algérie. Donc j'ai dit, comment mettre en œuvre ces lois, ces modèles? Parce que si on fait des modèles, on n'arrive pas à les mettre en œuvre, on se dit... Ça ne sert à rien. Maintenant, mon souci, s'il vous plaît... On va l'écouter, s'il vous plaît. Mon souci maintenant, c'est comment freiner cette tendance haussière de la consommation interne d'énergie. Ça, c'est une équation importante qu'il faut régler. On a une équation énergétique nationale qui est très difficile. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu, en parlant de gérer justement la consommation, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter quant à la consommation en gaz dans le cadre de la production des énergies renouvelables, sachant qu'aujourd'hui, le patron de SKTM l'a dit hier en public, il a dit que aujourd'hui, l'ensemble du réseau, le réseau qui n'est pas connecté, celui du Grand Sud, qui en large partie fonctionne grâce au combustible diesel, va passer au gaz. Y a-t-il lieu de s'inquiéter quant à la consommation? Moi, je voulais tout d'abord dire, moi, ma priorité tout d'abord dans cette transition énergétique, c'est accorder la priorité à la maîtrise de la consommation d'énergie et non à l'accroissement de la production d'énergie. Le taux de pénétration du gaz naturel en Algérie, il est de 60%. Pour un pays 3 fois, 4 fois la France. Donc, on est en train de développer le gaz naturel au plateau, et à quel coût, au lieu peut-être de développer d'autres sources d'énergie alternatives, quitte à les subventionner. Moi, je suis pour de subventionner les énergies renouvelables. Pourquoi pas? Vous parlez du coût du kilowattheure, pourquoi pas ne pas subventionner l'énergie renouvelable d'une manière à ce que on va freiner cette consommation d'énergie fossile. Mais aujourd'hui, l'énergie fossile est subventionnée, c'est parce qu'elle sert aussi à la production d'énergie renouvelable, on est d'accord? Dans quel sens? Le gaz aujourd'hui sert à... mais c'est à une échelle très petite par rapport à l'hybridation. Il y a des installations de centrales à cycle combiné et turbines à gaz qui fonctionnent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire déjà quelle est l'envergure de la production d'énergie renouvelable produite et aussi la consommation en gaz? Je peux vous dire. Alors, j'ai quelques chiffres ici. Si je prends SKTM, elle produit 1000 MW. Elle a en PV 344 MW. Elle a le lien Adra 10 MW. Le reste, c'est entre le diesel et le gaz. Vous avez parlé de changer pour le gaz. Vous savez que le diesel en combiné, c'est très peu en termes de quantité, ça vaut rien. Qu'est-ce qui coûte très cher?
c'est le transport qui coûte très cher. C'est le coût. Aujourd'hui, allez-y voir, dites au PDG de Naftal combien ça le revient, le transport. Ça revient 10 fois plus ou 20 fois plus que ce qu'on est en train de consommer. Le problème qui se pose, c'est vrai que Ascatem est en train de faire des efforts, il va avoir 50 mégawatts, mais il faut partir vers, au lieu de faire le gaz, non, je préfère faire le photovoltaïque. En plus de ça, le plus important aujourd'hui, sur les grands réseaux, on a déjà l'électricité. Sur le gaz, elle est en train de produire en production. Je vais vous donner les capacités, c'est 19 000 mégawatts. On est en train de... La consommation maximum, c'est 14 500 mégawatts. En août 2017, on est arrivé à 16 500. Chaque année, sur le gaz, on est en train de mettre, 2018, elle va mettre sur le marché encore 1000 mégawatts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, on revient sur le gaz. Donc, en turbine à gaz, c'est 37% par rapport aux 19 000. En circuit combiné, c'est 47%. En turbine vapeur, c'est 17%. Donc, on est en train de consommer 17 milliards de mètres cubes en gaz sur une production de 94 000 milliards de mètres cubes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniquement l'électricité, comme il a dit monsieur, uniquement l'électricité, c'est 18%. Uniquement pour l'éclairage. Et donc on va avoir un problème. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de gaz pour pouvoir à chaque fois revenir sur la consommation des 1000 MW par an. Donc la meilleure solution, il y a un programme de Sonal Gaz aujourd'hui pour allégir la Sonal Gaz, elle a des problèmes financiers, les gens ne payent pas, etc. Donc il faut partir vers le off-grid. Il faut laisser, il y a un décret présidentiel, ça je ne sais pas de combien, qui dit que chaque personne physique, personne morale peut produire 26 mégawatts. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir donner cette possibilité à l'entreprise algérienne? Simplement. Monsieur Bouchalfa, il y a ici, justement, alors, qu'est-ce qu'on attend? Et puis aussi, on va essayer de parler plus concrètement et sur le terrain. Aujourd'hui, les opérateurs, voilà, qu'attendent-ils pour s'investir? On parle d'un filon ou d'une niche importante dans ce secteur, qui est celui de la fabrication de composants primaires, des photovoltaïques notamment, entre autres, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a eu des projets, est-ce qu'il y a eu des investissements récents qui permettent de penser ou de croire qu'il peut y avoir un début pour alléger, comme disait Mourad Louadah, la Sonel Gaz? La problématique dont on est en train de parler, c'est le marché. Il faut que le marché commence à fonctionner. Oui. Il faut que donc qu'on arrive à mettre les 170 MW qu'a annoncé le ministre de l'Énergie rapidement. Que ce soit fait par exemple en 2018, en 2019 on va mettre 300 et en 2020 on va mettre 500, etc. C'est ça la visibilité qu'attendent les investisseurs, les industriels pour pouvoir y aller. Et on l'a vu dans d'autres pays, généralement le début a été toujours en allant vers la fin de la chaîne, c'est-à-dire que l'encapsulation des panneaux solaires. Par la suite, quand le marché commence à se développer, il va y avoir un certain nombre d'acteurs. Nous avons fait un mapping au niveau du cluster dans lequel nous avons pu délimiter les compétences des entreprises. Nous avons trouvé qu'il y avait énormément d'entreprises qui, moyennant un faible investissement, de pouvoir aussi investir dans le solaire. Donc il y a une base et c'est une réalité. Vous allez chercher des transformateurs, vous avez des transformateurs, vous voulez des structures, vous avez des gens qui sont capables de le faire. Le câble, nous en avons plusieurs câbleries en Algérie. Donc ça veut dire que là, il y a les éléments pour pouvoir démarrer. Ça représente quoi en termes d'intégration, les éléments que vous venez de citer? Je pense que dans une première phase, on pourrait commencer autour de 30 à 35% rapidement. Parce que vous allez aussi, si vous intégrez par exemple le génie civil, si vous intégrez la partie de l'exploitation et maintenance, tout ça, donc ça peut monter rapidement au niveau donc de l'intégration locale. Et cette intégration locale va être beaucoup plus soutenue lorsque ce programme va se mettre en marche, il va fonctionner. Les gens vont faire encore confiance. Donc la confiance va revenir, va être là, et à ce moment-là, je suis sûr et certain, comme cela s'est passé dans d'autres pays, on arrivera aussi à intégrer des éléments beaucoup plus fins dans d'autres pays. Vous le disiez, en Inde par exemple, il y a des compagnies, je vais arrêter de citer les noms, sinon on va taxer de faire de la pub, ont créé dans les pays où elles ont produit de l'énergie verte, elles ont créé des filiales de sous-traitance qu'elles ont accompagnées, c'est-à-dire qu'une compagnie reconnue et de renommée mondiale est en mesure de créer un écosystème et des filiales. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous et en fonction du contexte réglementaire que vous citiez, Aïcha Adamou? Tout est possible, d'accord? Il faudrait qu'on réunisse les préalables. Justement, là, jusqu'à maintenant, on a omis un maillon fondamental dans la chaîne de valeur. Quand on parle d'opérateurs,
il faut remonter un peu à la chaîne de valeur. Il faut aller à la recherche. Aujourd'hui, quand vous prenez les centres de recherche ou carrément le monde de la recherche, eh ben, peine à trouver, à valoriser ces travaux. Il y a une rupture. Je ne parle pas uniquement de la rupture ou ce manque de synergie entre les secteurs. Il y a un grand problème dans la chaîne de valeur, depuis le produit jusqu'à sa mise sur le marché. Le marché n'existe pas aujourd'hui. Le marché n'existe pas. Il n'y a pas de marché. Maintenant, sur le plan stratégique, quand j'arrête des objectifs, il faut absolument que je les arrête sur la base de besoins, sur la base de données fiables. Aujourd'hui, les inputs n'existent pas. On n'a pas d'input pour dire que voilà, j'aurais besoin de ça. Quoi, je vais offrir, il y a un marché, il y a une offre qui va se balader quelque part sans demande. Il faut qu'il y ait cette adéquation entre les objectifs et la demande. Aujourd'hui, je suis incapable. Les entreprises sont incapables d'identifier les besoins. Les entreprises et la recherche souffrent aujourd'hui pour dire, moi, j'en ai marre de, quelque part, produire des travaux qui vont être dans, ou carrément des publications, des brevets qui sont dans les tiroirs. Quand on parle de marché, ça veut dire qu'il faut créer des opportunités. Je suis dans une situation où le marché, c'est lui qui va réguler tout le développement. Donc il y a une déconnexion entre l'amont et l'aval. On a compris, on ne peut pas aller vers un aval industriel s'il n'y a pas d'input. Avec quoi on va travailler? On va s'amuser à ramener les gens pour nous mettre des clés en main? Avant de parler des solutions, parce qu'il est aussi question de parler de solutions. Je ne parle pas, je parle d'obstacles aujourd'hui. Pour dire qu'aujourd'hui... Non, mais c'est les questions qu'on a posées, vous répondez aux questions en même temps. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a lieu de croire ou de penser que ce ralentissement, ou en tout cas cette attente, est due au fait qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ont décidé de passer la main, de prendre les énergies renouvelables qui étaient au départ affiliées au ministère, étaient un département du ministère de l'Énergie et qui sont passés à un autre département ministériel. Il y a eu un moment de flottement plutôt, et aux dernières nouvelles, on nous a expliqué que l'ensemble de l'énergie qui sera produite dans le réseau est affectée au ministère de l'Énergie, et l'électricité ou l'énergie qui est produite dans les réseaux qui ne sont pas, qui sont off-grid, et appartient au secteur de Madame Zerouazi. Est-ce que vous pensez que ça a été un élément freinant? Non, parce que le programme de développement national de l'efficacité des énergies renouvelables, il a été adopté en 2011. Donc de 2011 à 2017, quand est-ce ce département il a été affecté? C'est en 2018. 2017. Donc déjà de 2011 à 2016, qu'est-ce qui a été fait? Donc le problème ne se pose pas là. Le problème se pose ailleurs. Peut-être c'est comment mettre en œuvre ce programme. Quand on parle de cahier des charges sur les 4000 MW, c'est un cahier des charges qui a été élaboré et devait être lancé en mars 2017, avril 2017, et puis jusqu'à maintenant. Donc c'est un problème, c'est pas de il faut dire qu'il n'a toujours pas vu le jour. Il n'a toujours pas vu le jour. Ouais. Maintenant, moi, si vous permettez, vous êtes en train de citer un problème sur le développement des énergies renouvelables dans la production d'électricité, mais l'affectation de l'énergie par secteur, on a oublié le secteur de transport. C'est important aussi. N'oubliez pas, madame, l'Algérie, c'est un pays gazier, ce n'est pas un pays pétrolier. Et parmi la répartition de la consommation d'énergie par type d'énergie, les produits pétroliers consomment presque 30%. Dans 22 à 23%, c'est les carburants. Les carburants sont produits à partir du pétrole. Là, c'est une autre question qui reste posée. Qu'est-ce qu'il y a lieu pour substituer à ce carburant? Et dans cette consommation de carburant, dans les 15 millions de tonnes de carburant qui sont fabriqués, 70% c'est le diesel, 27% c'est l'essence et 3% c'est le GPLC. Est-ce qu'on va aller uniquement pour le développement du GPLC pour les essences, ou bien le tout électrique pour les véhicules électriques, ou bien comment faire pour le diesel, le substituer à un autre produit, en l'occurrence le gaz naturel comprimé. Donc ça aussi, c'est une autre problématique qui reste posée. C'est une autre problématique qui est importante. Et le tout électrique. Moi, je vais revenir sur la question, on a parlé des ministères. Vous savez qu'il y a encore un autre ministère, qui est le ministère de l'Intérieur, qui est en train de faire un travail pour les communes. Bon, c'est ça. Maintenant... il ne faut pas le minimiser. Hein. Ils ont fait un travail assez complet. Ils ont identifié ça. Vous avez parlé et pas mal de projets à différents ministères. Vous faites bien de rappeler le ministère de l'Intérieur. Alors, le ministère d'énergie s'occupe de tout ce qui est énergie renouvelable, réseau. Il faut bien. Pourquoi? Parce que même National Gaz est en train de produire
d'électricité à base de turbines à gaz, ou combinées. Donc, elle est là, le réseau, c'est bien pour le ministère d'énergie. Maintenant, tout ce qui est hors réseau, tout ce qui est off-grid, c'est le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Donc, ils ont séparé les choses. Et il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui est en train de faire un travail extraordinaire dans l'efficacité énergétique. Les communes aujourd'hui, la facture majeure, les impayés de Sonalgaz viennent des collectivités locales. Oui. Les collectivités locales aujourd'hui, si je prends les communes, elles sont pauvres en termes de budget. Donc, en plus ça, il n'y a pas assez d'attractivité, d'investissement dans ces communes. Tout ce qui est terrain, parce que pour faire un investissement, c'est très important, il faut avoir du terrain. Il faut avoir une assiette de terrain, il faut avoir des zones industrielles. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Rappelez-moi le nom de l'ampoule qui consomme le plus et qui est la plus ancienne dans les générations. C'est l'ampoule là. Alors il y a trois types de consommation. Non, je parle de celle qui consomme le plus. C'est la plus ancienne génération qui est la plus utilisée dans l'ensemble des communes. Ils vont cesser de l'utiliser. Les lampes à mercure, voilà. Mais les communes ont décidé de ne plus en avoir et ça c'est déjà une bonne chose. Mais avant c'est vrai, c'est intéressant de décider de faire telle ou telle chose. Mais pour préparer le projet technique, il faut faire appel aux techniciens, il faut faire appel aux experts. Maintenant, on est en train de dire qu'il y a un problème. Je ne vous cache pas, à chaque fois j'ai mal, je suis malade. Pourquoi? À chaque fois, j'ai une centaine de CV des universitaires qui viennent, c'est des docteurs d'État, c'est des masters, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens qui sont spécialisés dans le renouvelable, dans les photovoltaïques ou autres. Et qui ne trouvent pas de débouchés. Il faut rien. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour pouvoir avoir tout, on parle d'écosystème. Vous savez, pour pouvoir avoir tout ça, il faut avoir un marché. Tout à fait. Il faut avoir. Les étrangers sont en train de venir ici. Mais s'il n'y a pas un marché, on a honte de partir à l'étranger ou de faire des efforts pour dire qu'on a un marché. Le marché, c'est vrai qu'une demande, elle est là. Pour pouvoir laisser le gaz à la génération qui vient, il faut faire la transition énergétique. Le programme, il est très clair. La transition énergétique, mais dans la transition énergétique, il y a aussi l'efficacité énergétique. Je voudrais parler à présent des possibles solutions. Et la question, elle sera pour vous, Monsieur Yaissi. Est-ce qu'il est possible d'envisager pour les opérateurs, puisqu'on part d'une situation où il y a une attente, si l'attente devait être rompue par une décision franche, voilà, les marchés sont là, allez-y, vous pouvez commencer à investir. Est-ce qu'il est possible d'envisager que le kilowattheure puisse être bonifié en fonction du niveau d'intégration atteint par les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être discuté par le cluster, peut-être avec les pouvoirs publics, à savoir le ministère de l'Énergie ou la Sonelgaz? C'est tout à fait dans ce style de discussion que ça a été fait. L'idée, c'est que le coût du kilowattheure qui sera proposé va être, si vous voulez, va être bonifié lorsque le taux d'intégration devient beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on... Est-ce que des échelles ont été fixées ou discutées? Pas encore, mais nous sommes un peu confiants qu'il y aura quand même des choses très intéressantes pour l'industrie locale. Et est-ce que pour arriver à ce but-là, est-ce qu'il y a une nécessité de rentrer en partenariat, peut-être avec des opérateurs étrangers? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour augmenter son taux d'intégration, ou bien est-ce que les opérateurs peuvent le faire avec ce qu'il y a aujourd'hui dans notre écosystème? Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est juste pour démarrer. Mais parce qu'il est quand même nécessaire de préciser que l'objectif de ce développement des énergies renouvelables, il faut que ça ait c'est un bénéfice pour l'utilisateur, c'est-à-dire que vous et moi. Et donc, ça ne sert à rien que l'on continue, on va payer un coût du kilowattheure très élevé. Et cela ne peut venir que s'il y a un développement au niveau local qui va faire en sorte qu'il va y avoir un peu une sorte de courbe, ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. On va d'abord un petit peu commencer par faire des choses pas très, je dirais un peu à 100%, et puis on améliore au fur et à mesure qu'on maîtrise les choses. Et là, il y a quand même des attentes des pouvoirs publics pour qu'il y ait une baisse sensible du kilowattheure. Et de ce fait, cela va se répercuter aussi sur tout si vous voulez, le mode de fonctionnement des entreprises, l'amélioration des rendements. Et cela
probablement va aussi nécessiter le recours à l'université, mais aussi à des partenariats avec d'autres entreprises. Je voudrais savoir qu'est-ce qui aujourd'hui pèse le plus lourd dans le coût du kilowattheure. Quels sont les éléments qui, pour un opérateur, peuvent être les plus coûteux? Il y a eu beaucoup de témoignages d'opérateurs qui sont déjà investis chez nous, étrangers ou locaux, qui disent que finalement la déperdition, je veux dire en termes de coût, elle est banale et elle n'est pas tant dans les cellules elles-mêmes ou dans le matériel lui-même, plutôt que dans le dispositif de sécurité, le nombre d'agents à mobiliser, les attentes, les surestarises. Est-ce que aujourd'hui, quelles sont les solutions, quelles sont les niches qui font perdre ou font gagner sur le coût du kilowattheure? Écoutez, maintenant, on revient toujours à la base de dire quel est l'écosystème qu'on a. Maintenant, vous savez qu'en termes d'écosystème, c'est les banques, c'est la douane, c'est tout l'environnement. Tout à l'heure, oui, mais là, on parle d'un secteur assez particulier. Oui, je vais parler de photovoltaïque lui-même. Maintenant, n'importe quelle intégration, qu'il soit locale ou internationale, le coût du revient du kilowattheure, il va être beaucoup moins cher que le gaz. Une. De deux, aujourd'hui, si on fait une intégration locale, maintenant, l'appel d'offres n'est pas encore sorti. C'est après que l'appel d'offres, les émissions vont déposer, qu'ils vont choisir exactement quelle est la politique adéquate à appliquer. Pourquoi? Parce que personne ne peut dire maintenant quel est du marché. Est-ce que le marché, ils sont prêts à ISO? Est-ce qu'il y a une technique? Pourquoi? Ce n'est pas livrer un produit où on demande une efficacité à 10 et nous, on va recevoir une efficacité à 2. Donc le marché, déjà, il est parti. Maintenant, sur le coût lui-même, il y a une intégration, aujourd'hui, le président du cluster vient de dire, il y a une intégration de 35%. C'est un marché, les gens vont encore investir. Tant on investit, tant on diminue les prix. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, tant on est en train d'investir, on est à perte. C'est le seul. Dans le monde entier, on est à plus de 400 gigawatts d'investissement. À chaque fois qu'on investit, à chaque fois que le coût de production et le coût d'investissement diminue. Il n'y a qu'en Algérie où il y a des sociétés, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Ça fait 3 ans qu'on est en train de perdre, on ne gagne rien dans tout ce qui est... Vous ne gagnez pas parce qu'il n'y a pas de marché. C'est ça le problème. Alors, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre en vous disant tel coup, puisqu'il n'y a pas de marché. Donc, je rentre dans le marché, c'est pas un problème. Il y a un problème avec le gaz. On ouvre un autre marché, on fait une législation. Le ministère de l'Environnement et du renouvelable, ils doivent faire une réglementation pour pouvoir pousser, pour pouvoir aider, pour pouvoir encourager les entreprises à investir dans le réseau. C'est très important. Et surtout, je reviens à une chose aussi très importante qu'on n'a pas parlé. Il y a l'agriculture, madame. Vous savez que l'irrigation dans l'agriculture, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on est en train de faire tout ce qu'on est en train de consommer. 80% de notre consommation au frais, c'est production locale. Imaginez-vous, si on arrive à avoir de l'eau et d'électricité dans des zones isolées, ça va être extraordinaire. On va parler pour les 5 dernières minutes justement des possibilités, des installations qui sont des niches importantes, mais qui sont encore très chères aujourd'hui. Aïcha, revenir à cette histoire de kilowattheure, la première des choses, il faut voir l'aspect capitalistique des projets. Aujourd'hui, le coût de financement est très très cher. Et quand vous parlez d'investissement, moi je suppose, c'est ce que j'ai compris, l'investissement direct étranger, un étranger ne vient pas, il ne vient pas, il ne va pas courir un risque, il ne va pas pouvoir, il va refuser d'aller vers un projet aussi onéreux, là où il n'y a pas de financement, et de surcroît risqué. Parce qu'aujourd'hui, quand il a parlé de douane, d'assurance, etc., effectivement, parce qu'aujourd'hui, je reviens encore une fois à cette histoire d'écosystème, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de banque capital-risque, les banques refusent de financer des projets aussi capitalistiques, et il est préférable à ce qu'on aille avant cette bonification, à la stabilisation de ce kilowattheure. Parce qu'en fait, c'est des projets sur de longues périodes. Donc autant 25 ans. 25 ans, 20 à 25 ans. Moi, personnellement, en tant qu'investisseur étranger, je ne viens pas. Il y a le problème de risque de change, il y a le problème de cette instabilité du dinar algérien aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'amuser à venir investir sur un projet capitalistique tout en essayant de ne pas prendre en considération. Ce sont été des excusez-moi, installations, c'est bien mais il ça. n'y a pas des banques aujourd'hui refusent de
financer les projets. Aujourd'hui, on n'a pas de banque capital risque. Aujourd'hui, les assureurs ne sont pas impliqués. D'accord? Donc, cela veut dire, quand on parle d'un écosystème, cela veut dire qu'il faut réunir tous ces acteurs, pas uniquement un opérateur. Excusez-moi, je finis. Rapidement. Donc, par rapport à cette dimension, et je reviens un peu à cette affectation des énergies renouvelables, je ne suis pas très d'accord avec M. Louadar. Le fait qu'une partie soit dans l'énergie, une autre partie bascule vers le ministère de l'Environnement, moi je considère que l'environnement aujourd'hui, il a un plan de charge très conséquent et que maintenant on va encore le surcharger avec les énergies renouvelables. Donc ça veut dire quelque part déraciner les énergies renouvelables ou l'énergie du ministère. Moi je pense, à mon sens, que c'est quelque part une erreur fatale et qu'il faudrait absolument corriger le tir. Oui, c'est bien, ça fait plaisir d'entendre parler de coûts, de notions de coût, parce qu'auparavant, la notion de coût et de dépenses, elle est marginalisée, elle n'est pas prise en considération dans tous les secteurs d'activité. Même la recherche de retour sur investissement n'a jamais été recherchée. Donc le problème, c'est déjà pas mal, parce qu'on n'a pas la culture économique en Algérie. Maintenant, effectivement, supposons qu'on a réalisé des centrales, mais qu'on continue à gaspiller de la même manière. Donc on n'est pas sorti de cette situation. Donc le modèle de consommation est insoutenable. En fait, les deux doivent aller de concert. Et c'est là ce que je voulais dire, ce qui impose en premier lieu donc, un nouveau modèle énergétique basé sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique. Donc il faut, en premier lieu, d'ailleurs il a parlé d'efficacité énergétique, ça va me permettre de dire il nous faut accompagner tout ce travail, tout ce programme avec un programme national d'économie d'énergie. Parce que le grand gisement d'énergie, c'est les économies d'énergie. Et l'efficacité énergétique. C'est évalué à 20 millions de tonnes. Et sachez bien, madame, chaque geste éco-citoyen nous permet d'économiser 6 à 8 millions de tonnes de pétrole. Donc, ça, c'est quelque chose de nécessaire pour optimiser l'énergie qui est produite à un coût important. Vous avez parlé du fait que voilà, ça pouvait être une mauvaise chose que d'avoir relégué une partie des énergies renouvelables au ministère de l'Environnement, mais force est de croire qu'aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que les centrales en zone autonome, donc ce dont on parlait tout à l'heure, comme pour l'agriculture, comme pour les habitations dans les régions isolées, sont plus rentables que les centrales conventionnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup à gagner en termes de production, mais ça reste quand même cher. Alors, je voudrais vous citer une enquête qui a été réalisée par nos confrères du magazine économique spécialisé Cap Algérie. Et ils ont fait une enquête, ils ont dit qu'un équipement et installation qui produisent de l'énergie propre, pour avoir ce matériel, pour l'installer, il faut au minimum 300 000 dinars pour couvrir les besoins de 5 personnes pour une surface de 100 mètres carrés seulement. Alors là, on est dans les zones, plutôt dans des installations autonomes. Est-ce qu'il est possible de baisser les coûts de telles installations, Monsieur Yaissi? Je pense qu'il faut comparer les choses comparables. La problématique des 300 000 dinars, c'est par rapport au tarif de l'électricité que l'on paye. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le réseau payent un tarif d'électricité qui n'est pas très cher. Et en plus, quand vous allez dans le sud, c'est encore divisé par, maintenant pratiquement, ils ne payent que le tiers. Oui. Donc ça veut dire que déjà, les références sont totalement... C'est surtout que pour rentabiliser 300 000 dinars, il faut beaucoup de temps lorsqu'on sait que le coût de l'énergie conventionnelle... Voilà, exact. Donc ça, si maintenant, nous prenons le cas de cette personne qui se trouve à 10 ou 15 km du réseau. Le fait de mettre le réseau, c'est pratiquement 3 millions de dinars par kilomètre. Le coût de transport. Vous imaginez, c'est-à-dire ce que ça va représenter si on devait le relier. Seulement, ce qu'il faudrait faire, c'est il ne faut pas laisser cette personne prendre en charge ce coût. Ce n'est pas normal. Nous sommes un peu, il y a cette répartition nationale au niveau donc, de la prise en charge du raccordement. Donc c'est à l'État de veiller à ce que cette personne puisse bénéficier des mêmes conditions que celui qui est sur les réseaux. Donc celui sur les réseaux, quand il se branche, il paye peut-être 10 000 dinars ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout ce qu'on doit lui demander de payer. Par contre, il faut lui mettre un compteur d'énergie et il faut donc s'astreindre à aller chez lui récupérer les kilowattheures et aussi lui amener cette facture d'électricité, même si le tarif qu'il va payer, il a été décidé par l'État qu'il va être à un tel niveau. C'est l'État qui assume ses responsabilités de ce côté-là. Donc je pense qu'il faudrait considérer l'utilisation du haut réseau comme une sorte de continuité
du réseau qui donc lui-même est tout le temps en train de s'étendre, mais qu'il y aura toujours des gens qui vont être hors du réseau. Et le ministère de l'Intérieur a donné quelques chiffres. C'est relativement important. Oui. Et donc, on peut dire que plus on raccorde et plus on annonce glorieusement, parce que l'État quand même paye très cher cette connexion à des régions isolées. On est quand même un pays continent, mais qui arrive quand même à connecter des zones extrêmement éloignées. Aujourd'hui, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied pour revenir à ces centrales autonomes qui peuvent être une niche importante dans le renouvelable? Écoutez, maintenant, le problème qu'il faut se poser... Rapidement, il nous reste encore 2 minutes, on me dit. Vous savez, c'est directement... on est en train d'attendre beaucoup de faire grand. Commençons par 5 MW, commençons par 10 MW déjà. Libérer les choses déjà vers le horizon au sud, libérer les gens qui veulent investir dans l'agriculture, on leur finance à 100% les petites centrales. On est allé, ils ont financé 50%, ils ont commencé à 60%. L'Allemagne, maintenant, ils sont saturés. Ils viennent chez nous, ils sont en train de venir pour amener leur technologie, mais il faut qu'on... Mais si l'État a payé un raccordement dans ces zones isolées, va-t-il aussi devoir subventionner les installations photovoltaïques? Il y a aussi un arbitrage à faire. Je vais vous dire, maintenant, c'est devenu... vous savez, il faut faire un travail derrière. De communication, il faut sensibiliser les gens déjà. Oui. Maintenant, c'est inné, on est dans l'obligation, l'État ne peut plus bloquer directement les subventions d'électricité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire gagnant-gagnant. Je lui fais une centrale, j'arrête le gaz, même la centrale photovoltaïque, il ne faut pas croire à 100%. Mais on a toute la journée, parce que c'est 30% uniquement de la consommation. Si on ajoute les batteries, ça coûte trop cher. Les 300 000 sans les accumulateurs, sans le stockage. La consommation, c'est journalier. Mais c'est déjà comme ça. Donc commencez petit. C'est votre message, Mourad Ouadah. Un dernier mot, très rapidement, Aïcha Adamou et M. Aïchri. Alors la première des choses, il ne faut pas limiter uniquement ces dimensions en rentabilité économique, que 300 000 ou 400 000, etc. Il y a d'autres enjeux. Maintenant, si l'Algérie a ratifié des conventions internationales, dont le cas de la protection de l'environnement, etc., moi je considère qu'il faut absolument tenir compte des externalités. Alors un mot pour que les énergies renouvelables se développent. La première, il faut restituer ou reprendre cette synergie entre le monde de la recherche et le monde industriel. C'est-à-dire, il faut absolument que le Conseil national de la recherche scientifique soit redynamisé et que cette loi sur l'orientation de la recherche soit aussi, elle revient depuis 1998, 2 fois amendée et jusqu'à maintenant, elle est en hibernation. Donc aujourd'hui, il faut absolument revenir au monde de la recherche, il faut le redynamiser, il faut valoriser les travaux de recherche pour qu'il y ait absolument, et auquel je rajouterai cette information qui va alimenter ces 2 maillons qui doivent être interconnectés. Moi, je vais appuyer ce que vous venez de dire tout à l'heure. Avec le saut technologique à travers le monde, on est en train de passer d'un système réseau centralisé à un système réseau décentralisé, ce qu'on appelle des pro-consommateurs, qui consomment de l'énergie et qui vendent en parallèle. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci merci d'avoir partagé ce débat avec nous. Je rappelle que ce débat portait sur les énergies renouvelables, le deuxième thème de cette saison qui nous avons jugé. Il était important de revenir dessus. Je rappelle qu'avec nous ce soir, nous avions M. Kamel Aïchrif, expert international en économie de l'énergie, Mme Aïcha Adamou, experte senior agréée auprès de l'Union européenne, M. Mourad Ouadah, président de IRIS, et M. Yaissi Boukhalfa, président du cluster énergie solaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour revoir cette émission, vous pouvez la revoir sur notre chaîne samedi à 11h, sinon sur la page officielle de Canal Algérie sur Facebook et également sur la page Facebook de la Semaine Éco. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se verra sûrement après le mois sacré de Ramadan. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous et à bientôt. Au revoir.